Regardez comme tout s'arrange, Maurice. On souhaitait récupérer en douce notre poste émetteur pour envoyer des messages à Socrate. Et voilà justement que les babus décident de faire évacuer tous les pêcheurs indigènes. Et pouf, que c'est Monsieur Théo, enfin le commandant Glousbog, qui se dirige l'opération. Alors, Cric, on nous laissera sortir de la coupole centrale. Et crac, on cavalera jusqu'à la guinguette au cactus. Et badaboum, on se reprend la radio, on rentre sous l'œil bienveillant de ce bon Monsieur Théo. Voyons. Oui, je sais bien, tout s'arrange pas mal, mais je suis inquiet. Claquemuf est là-bas au port, lui aussi. Et je sais qu'il ne voit pas d'un bon œil la nouvelle autorité de Théo. Il ne doit pas lâcher d'une semelle. Pêcheurs d'Anatole, attention! Votre évacuation avait été retardée par les récents événements. Mais aujourd'hui, le jour est venu de quitter l'atoll Anatole. Rassemblement immédiat sur le port en vue de votre embarquement. Aucune exception ne sera tolérée. Car, visitez les maisons, faites sortir tout le monde. Exécution! Allô! Un peu de silence et du calme. Pêcheurs d'Anatole, on ne vous veut pas de mal. Nous laisse tranquille! Laissez-nous, allons! C'est pour votre bien qu'on vous fait évacuer. Silence! Je répète, c'est pour votre bien. Si vous voulez rester en vie, il faut partir. Mais on n'est pas malade! Rappelez-vous ce qui s'est passé il y a 8 jours. L'atoll Anatole s'est à moitié renversé. Vous l'avez déjà oublié? Oh non! Mauvais! C'est très mauvais. Tout a été bouleversé chez vous. Vos maisons, aux 3/4 démolies. C'est vrai ou non? Mauvais, monsieur. Eh bien, ce n'était rien à côté de ce qui vous attend. C'était un tremblement de terre. Et d'après ce que je sais, il y en a d'autres en préparation. 10 fois, 100 fois plus violents. Vous voulez toujours rester? Non! Ça n'allait mauvais! Très bien. Et pour vous prouver nos bonnes intentions, vous toucherez chacun une indemnité d'expropriation de 275 roupanes. On va vous les distribuer. Et maintenant, tous à vos bateaux. Vive les commandants! Oufa, nous y voilà. Ça fait tout drôle, hein, de retrouver la guinguette au cactus. Ça n'a pas été sans mal. J'ai cru qu'on pourrait jamais sortir de la coupole. Heureusement que Monsieur Théo nous avait signé l'autorisation spéciale. En tout cas, il n'y a pas intérêt à moisir ici, mes enfants. Ouais, t'as raison, White. On est venu pour récupérer le poste émetteur. Récupérons-le et filons. Donnez-moi un coup de main, il est là, caché derrière les gougnards. Allons-y, tiens, Black. Oui. Déplace le coin qui est là. Christ, oh, quelle poussière depuis qu'on est Allez, hiss. Voilà, pourvu qu'il fonctionne encore. Ce vieil émetteur onde courte, c'est notre seul lien avec la France. Donc, mon cher Glusbach, il paraît que vous vous êtes fort bien tiré de la mission que je vous avais confiée. L'évacuation du pourtour de l'île par les pêcheurs s'est déroulée comme prévu. Plus personne nulle part? J'ai vérifié moi-même, Furax, il n'y a plus sur l'atoll Anatole que des babus. Il était inutile de vérifier, monsieur Claquemuf, mon travail était impeccable. Impeccable. C'est très bien. Aussi, je pense que vous vous êtes occupé de trouver un astronaute, comme je vous l'avais demandé. Mais oui, Furax, c'est fait. Excusez-moi, monsieur Furax, vous avez dit un astronaute? Oui, Glusbach. Quand l'atoll Anatole, grâce à nos savants, va s'arracher à la traction terrestre et naviguer dans l'espace autour du globe, il ne sera pas un bolide aveugle et automatique. Il faudra le conduire, le guider, jouer avec sa densité, sa gravitation. Peu d'hommes peuvent assumer cette tâche. Vous en avez trouvé un, dites-vous, Claquemuf? Oui. La centrale Babu de Londres s'est assuré le service d'un homme extraordinaire. Il est sûr? Il est sûr. Son nom est Big House. Big House. Jerry Big House. À la fois aviateur et astrophysicien. Un type remarquable. Bon, quand arrive-t-il? Il embarque demain mercredi à Londres, aéroport de Heathrow, à bord d'un appareil de la compagnie BEA pour l'Australie. Il sera ici vendredi. Mais ou plus où tard. allez-vous, Glusbach? J'en reviens, monsieur Furax. Il est très bien, ce garçon. Hein? Oui, très bien.
Vous disiez donc que Claquemuf se nommait Big House? Oh, ça alors, Théo, c'est du sensationnel. Ça a l'air de la plus haute importance. À mon avis, il faut immédiatement alerter Socrate par l'intermédiaire du commandant Montgaillard à Fort Coco. Excellente idée, c'est la seule. On va passer un message. Asti, Si. amenez le poste émetteur. Voilà, monsieur Théo, voilà. Que je vérifie. Les quartz. Bien. Les deux selfs. Une dans le circuit plaque, une autre dans le circuit grille. Bon, tout est en ordre, allons-y. Contact. Curieux. Rien. Enfin, pourtant, ça devrait... Ah, il y a un peu de jus de gougnaf sur l'amplificateur de puissance, c'est peut-être ça. Un petit coup de chiffon. Ah, vous le... Oh là. Eh non. Oh, ça fait rien. Non, ça. non, Doucement, non. doucement, Au doucement. contraire, c'est bon. Non, rien, toujours rien. Comme si les ondes ne passaient pas. C'est étrange, mais comment ça se fait? Oh! J'y suis. Évidemment, ça ne peut pas marcher. À cause de la coupole isolante qui couvre l'île à présent. Il faudrait une antenne extérieure sur la coupole. Oui, mais dites, comme elle est située à 800 mètres au-dessus de nous, ça me paraît irréalisable. En effet, oui, avec la surveillance qu'il y a, mieux vaut ne pas y penser. Mais sans antenne extérieure, impossible d'émettre. C'est catastrophique. Oh, monsieur Théo! Hein. Non, peut-être je vais dire une bêtise. Eh ben, dites toujours, Asti, ça ne fera qu'une de plus. Allez. Non, pourquoi j'ai pensé qu'il y a un paratonnerre sur ta coupole isolante. Eh? Et alors? Non. Ah, bon, eh ben, je savais que c'était une bêtise. Ouais, Vous non, voyez. ça ne fait rien, mon brave Asti, je vous le dis. Quoi? Un paratonnerre, vous dites? Oui, monsieur Théo, pourquoi je me suis dit que... Mais bravo, Asti, vous avez trouvé. Mais oui, voyons. C'est la tige conductrice du paratonnerre qui est fixée sur la coupole. Oui, mais d'accord, mais ça fait pas une antenne. Comme ça, non. Mais avec le câble conducteur de grande section qui relie la tige au sol. Et il aboutit où, ce câble? Dans une petite cuve pleine d'eau que c'est pas à plus de 400 mètres d'ici. Compris, les gars? Compris. bien sûr. Bon, alors on va à la cuve. On branche le câble sur notre antenne intérieure et la tige du paratonnerre devient notre antenne extérieure. Allons-y. Tout est calme. Profitons-en. Alors, Théo, ça marche? ça va? Une seconde. Bouton. Contact. Ça vient. Vous entendez? Ah oui? Oui, on dirait... Allez, encore un tout petit instant. Le temps que ça chauffe. Et voilà! Victoire! Tout marche, tout fonctionne. Allô, ici Anatole, j'appelle Fort Coco. Allô, ici Anatole, j'appelle Fort Coco. Ici Fort Coco. Anatole, nous vous écoutons. Ici Fort Coco. Anatole, nous vous écoutons. Entrez. Qu'est-ce que c'est, mademoiselle Fiat? Un message, monsieur Socrate, à vous transmettre de toute urgence. Tenez. Voyons. Sommes en bonne santé. Stop. Eh ben, c'est déjà ça, dites. Quand on a la santé, pas vrai, patron? Nous venons d'apprendre que ce soir même à Londres, un astronaute envoyé par les Babus va s'embarquer pour Anatole. Stop. Personnage très important pour réussite plan Furax. Stop. Doit piloter satellite dans l'espace. Stop. À vous de jouer. Aéroport, SRO, ligne BEA, à 17h17, destination Australie. Stop. S'appelle Jerry Bighouse. Stop. Agissez vite et bien. Signé Théo, Black, White, Asti et Maurice. Eh ben, moi, je suis bien contente. Mais contente de quoi? Qu'il soit en bonne santé. Mais triple but, c'est pas ça qui compte. L'important, c'est de foncer à Londres par le premier avion. Vous ne comprenez donc pas ça, pauvre idiote? Bien sûr que si, patron. Et d'ailleurs, tenez, j'ai retenu 2 places. Départ dans 1 heure. Voilà les billets. Ah, au fond, vous êtes moins bête que vous n'en avez l'air, mademoiselle Fiat. N'est-ce pas, hein? Je retire ce que j'ai dit. Vous êtes contente? Oh oui, je suis surtout contente de savoir qu'ils sont en bonne santé. Ici Londres. Les voyageurs en provenance de Paris sont priés de se rendre au service de la douane. Restons en arrière, mademoiselle Fiat. Quelle heure est-il? 17h10, patron. On sent plus que 7 minutes pour mettre la main sur ce Jerry Bighouse. On a juste le temps. Va falloir faire vite. Allô, Monsieur Jerry Bighouse. Patron, écoutez. Monsieur Jerry Bighouse. Je répète, Monsieur Jerry Bighouse est prié de se présenter d'urgence à l'embarquement
appareil BEA à destination de Melbourne. Monsieur Jerry Bigamous. Bonté divine! Oh, quel coup de peau! Oh, ça doit être lui, patron, là, le grand qui arrive à la porte A. Oui, sûrement ça ne peut être que lui. Mais il faut faire quelque chose pour l'empêcher de partir. Oh, mais quoi, patron? Mais n'importe quoi, mais quelque chose! Oh, j'ai une idée. Oui. Dites comme moi. Oui. Dites comme moi. Attention, c'est le moment. Non, mademoiselle Fiotte, pas de bêtises. Qu'est-ce que... Laissez-moi faire. Zéry! Oh, Zéry, mon amour, mon cerf fiancé. Personne, Oh, pas plus. Qu'est-ce que Zéry. ça signifie, mademoiselle? Mademoiselle, je vous prie de me laisser, de Oh, lâchez-moi. Zéry, Zéro. Oh, c'est pas possible, vous partez sans moi, sans un mot, sans un adieu. Oh, mon Dieu, que je suis malheureuse. Ah, mademoiselle, mais qu'est-ce que c'est de comédie? Vous, lâchez-moi ou je vous gifle, vous. J'ai mon avion à prendre, je ne connais pas qui vous êtes. Oh, père, vous entendez? Il me reconnaît pas. Il veut me siffler, oh. Oui, mais ça ne se passera pas comme ça. Chérie, je n'aurais jamais cru ça de vous. Vous êtes un sacré damné saligo, vous savez? Monsieur, please, ne pas m'obliger à casser ce qui vous sert de figure. C'est une méprise, laissez-moi passer. Oui, ouais, trop facile, mon bonhomme, hein. Ainsi, on séduit une innocente jeune fille, on lui promet le mariage, puis alors on fout le camp. Quoi, qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais séduit, mademoiselle. Si. D'abord, les tromos, very tromos. Oh, lâche, goujat, mufle. Par Saint-Guinès, ça suffit. D'Athénag. Ah là, vous autres, débarrassez-moi de ces deux imbéciles. Qu'est-ce que c'est? Lâchez, monsieur. Oh, Zéry, vous n'allez pas me laisser tomber, c'est cette grand-mère. Zéry. Oh, mistolé, Lancez ça. Malédiction, trop tard, il s'est enfui. Messieurs, je vous en supplie, rattrapez-le. Allons, du calme, monsieur, du calme. Mais... Non, suivez-nous. Vous vous expliquerez devant monsieur Bayswater, le chef de la sécurité de l'aéroport. Je vous en supplie, monsieur, il ne reste plus qu'une minute. Faites arrêter cet individu. Écoutez, monsieur, votre conduite est inqualifiable. Vos papiers, s'il vous plaît. Voilà. Tenez, voilà, commissaire Socrate de la DDT. Ah, commissaire Oh, très honoré, commissaire. Soyez le bienvenu. Merci. Mais encore une fois... Votre nom est très estimé chez nous, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de séduction de votre fille? Simple ruse de policier, monsieur Bayswater. Ah. Oui, mademoiselle est ma secrétaire, c'est mademoiselle Fiotte. Oh, très honoré, mademoiselle. Oui. Mais pourquoi cette diversion? Pourquoi ce scandale? Pourquoi ce manque de respectabilité? Monsieur Bayswater, une dernière fois, faites arrêter cet homme. Mais écoutez, quoi? Mais- C'est Jerry Bighouse. Mais je ne vois pas la possibilité, ni la nécessité. C'est un très honorable gentleman. Oui, Mais n'est-ce c'est pas? effrayant, mais vous ne voulez pas comprendre. Écoutez, I'm sorry, commissaire, mais je n'ai rien de plus à comprendre que ce qu'il y a à comprendre. Monsieur Jerry Bighouse se rend à Melbourne pour y monter un magasin de pinces à linge électrique. Voyez, là, c'est écrit sur la note, n'est-ce pas? Et cette note les concerne. Tout est en ordre. Et là-bas, au-dessus de l'océan, l'avion de la compagnie BEA emporte Monsieur Jerry Bighouse, astronaute Babu, vers l'atoll Anatole. Quoi? Hein? Qu'est-ce que vous dites, Théo? Chut, appelez-moi Glusbok. Oui, bon, alors qu'est-ce que vous dites, Glusbok? Non, mais c'est pas possible. Si, mes amis, Jerry Bighouse est arrivé. Ma Christo, c'est pas possible. On avait passé le message à Monsieur Socrate qui devait l'empêcher d'embarquer à Londres. D'accord, mais il faut se rendre à l'évidence. Mais voyons, Théo, enfin, Glusbok, vous êtes sûr que c'est bien lui? Et c'est moi qui l'ai réceptionné à l'atterrissage. Bon sang, et comment est-il? C'est un babu. Mais physiquement, il est comment? Ah, très costaud, Astier, décidé. Ah, Dio, j'en étais sûr. Et à présent, où est-il? Je l'ai fait conduire au pavillon de Furax. Vous êtes Jerry Bighouse? Yes. Et vous êtes Furax? Je suis Monsieur Furax. Monsieur? Vous avez peur qu'on vous prenne pour une demoiselle? Je suppose que c'est de l'humour anglais. L'humour est toujours anglais. Mais pas toujours drôle. Ah, mon cher Claquemuf, votre ami vient d'arriver. Ce n'est pas mon ami, c'est mon frère. Frère Babu Bighouse. Bonjour. Good afternoon, frère Babu Claquemuf. Vous avez fait vite. On ne fait jamais vite assez pour la cause qui est la nôtre. Notre centrale Babu de Londres vous annonce comme les meilleurs astronautes du monde. Je ne suis pas le meilleur, oh non. Oh, allons, monsieur Bighouse, ne faites pas le modeste. Je ne suis pas le meilleur. Je suis le seul. Ah. Très bien. Vous savez le travail qui vous attend? Je sais completely. Les frères Babu anglais ont expliqué à moi que vous transformez cet atoll en atoll comme une grande soucoupe. Une gigantique astronef. Densité zéro. Accélération par fusée. Yes, I know, je sais tout ça, je sais. Il va falloir que vous nous guidiez dans l'hyperespace, monsieur Bighouse. Une tâche dangereuse. Jamais un être humain n'a tenté
ce que nous allons accomplir. Si nous n'étions pas les premiers, Jerry Big House n'aurait jamais accepté. Bravo. Vous êtes un vrai babu. Je suis aussi un vrai astronaute. Mais bon Dieu, on avait télégraphié à Socrate de l'empêcher de quitter Londres. Mais il a dû essayer, vieux, mais tu sais, les babus, hein, c'est des costauds. D'ailleurs, le résultat est là. Big House est ici. Alors Oh, dites, on pourrait pas lui demander poliment de s'en retourner d'où il vient, à ce Big House, non? Ah, mon cher Asti, votre naïveté m'enchante. Alors trouvez-en une, alors vous, des solutions, monsieur Maurice. J'en ai peut-être une, en effet. Quoi? Eh bien, voyons. Ce Jerry Big House, il est bienvenu ici comme astronaute, non? Oui, Bon. Quelle est la première qualité pour un astronaute? La connaissance scientifique. Une bonne vue. Oui, de bons flex. Le courage. Non, mes amis. La qualité numéro 1 pour un astronaute, c'est d'être vivant. Vivant? Oui. Et notre ami Big House pourrait peut-être perdre cette qualité si nous nous en occupions. Écoutez, mes amis, une seule solution. Nous devons supprimer Jerry Big House. Entrez. Bonjour, messieurs. Oh, monsieur Cocodou Labaya. Vous tombez bien. Ah, sacré cocodou, toujours le sens de l'opportunité. Messieurs, voyons, ouais. Vous êtes trop gentils, oui, je passais, alors je me suis dit, tiens, je vais leur dire un petit bonjour. Et vous avez grandement bien fait, N'est-ce pas? mon cher Cocodou. On avait toute réflexion faite, l'intention de vous demander un tout petit service. Ah non, jamais. Oh non, ne me demandez rien. Cocodou. Enfin, Cocodou, vous ne savez même pas ce qu'on veut vous demander. Mais je veux pas le savoir. Non, jamais. Allez, au revoir, messieurs. Au revoir. Oh, alors ça. Sacré Cocodou. Regardez comme il détale. Il faut pas lui en vouloir. Non, il s'est déjà tellement mouillé pour nous qu'il a plus un poil de sec, le pauvre. On va jouer au dé. Au dé, Enfin, avec dé, un dé. dé. Asti, vous devez avoir ça sur vous. Ah, si, monsieur Maurice, tenez. Ah, mais c'est un dé à coudre, hein? Non, je vous en prie, non, sortez un dé à jouer. Un dé à jouer. Ah, voilà. Merci. Alors, voyons, celui qui tire le chiffre le plus bas sera l'élu. Le plus bas. Je commence, hein. Je commence. 5. Voilà, 5. À vous, Théo, maintenant. Allez-y, jouez. 4. Bien. Black. Oui. Allez-y. Oh là, 2. Moi, je crois qu'on peut s'arrêter. Pourquoi? Et alors, Asti, il n'y a rien avant le 2. Oh, excusez-moi, non, je me rappelais pas. À vous, White. 3. Asti. Allez, à vous de jouer. Si, monsieur Maurice. Ah, 6! Ah, j'ai perdu! Levez votre main. Qu'est-ce que vous racontez? C'est le 1. Mais non, j'avais tiré le 6, même que Vous avez peut-être tiré le 6, mais à l'envers. C'est le 1. Allez, c'est le 1. Allez, pas de contestation possible. Asti le sort à parler. C'est à vous qu'il soit la noble tâche d'exécuter Jerry Big House. Je peux pas, monsieur Maurice, j'ai pas le droit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pas le droit. Non, monsieur Maurice, je suis un babou, le frère Babu Poupout. Et alors j'ai prêté serment sur le goût des gousses. J'ai pas le droit, non, j'ai pas le droit de tuer un de mes frères Babou. Pourquoi, monsieur Clément? Et moi? Qu'est-ce que je suis? Et vous êtes monsieur Maurice? Je suis le grand Babu. L'avez-vous déjà oublié? Non, monsieur Maurice, mais... Appelez-moi maître. Frère Poupout, mettez-vous à genoux. Allez, à genoux. Allez, à genoux. Si, allez. maître. Et en tant que grand Babu, en vertu du pouvoir suprême que j'exerce, je vous ordonne d'exécuter Jerry Big House. Compris? Chaviro. Oh, ça... Si, maître. Rotantacha. Chemi Pataro. Ogria Patacha.
Par ici, Asti. Par ici. Eh, Christo, que moi, la nuit, j'y vois rien. Tiens. Pourtant, il y a quelques années... Si, bah, on s'est fait vieux. Et c'est pour ça qu'on vous accompagne. Voilà le pavillon de Jerry Big House. Chut! Attention, il est sur la terrasse. Il fume un cigare. Oh, il a pas honte de fumer après le couvre-feu. Allez, Asti, allez-y et frappez dans le dos. Oh non, moi je me rentre à la maison. Asti! Et d'abord j'ai oublié le poignard. Mais non, Asti. Mais si. Mais non. Moi j'y ai pensé. Oh. Le voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, monsieur Théo. Allez, maintenant, assez de temps perdu. Enfin, voyons, Asti. Dans le temps, vous étiez un tireur, non? Le plus fin tireur de l'époque. Si, mais l'arme blanche, à moi, ça me dit rien. Allez, assez discuté, faites votre devoir. Allez, empoignons-le, tous les quatre, et portons-le jusqu'à... Allez. Oh, non. Bon Dieu! Oh non, la chien. Le type n'est plus là. Mais où a-t-il pu passer? Il s'est quand même pas pulvérisé, non? Non, non. Je suis ici. Oh les mains! Tous les 5. Oh, Christo. Ça y est, les copains. On est fait. Et bien. J'ai dit oh les mains! Tous les 5. Oh, vous inquiétez pas, on a compris, monsieur Big House. Tiens, vous connaissez mon nom? Je suis very enchanté de cette célébrité. Écoutez, dites, ou vous nous descendez, ou vous nous dénoncez, ou vous nous laissez rentrer chez nous. Mais il commence à faire froid ici. Aucune de ces 3 solutions. Monsieur White, je crois. Hein? Quoi, vous connaissez moi? Ouais, mon copain s'appelle Gros Bide et moi Joli Pif. Ah, yes, monsieur Black. Mais nous n'allons pas rester là. Entrez dans mon pavillon. Moi, je suis... Toujours les manches. Voilà, asseyez-vous tous. Les mains à plat sur le table. If you please. Ah, Eagle, je peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai un poignard dans la main droite. Ah, yes, je vois. Destiné à être planté dans les épaules de Jerry Big House, n'est-ce pas, monsieur Asti Spumant? Oh, Christo. Mais il sait tout, cet homme, c'est le diable. Non, je ne suis pas le diable. Mais alors qui êtes-vous, charmant gentleman armé jusqu'aux dents? Vous avez l'air d'en savoir bien long sur nous pour un simple astronaute, Babu. Je sais très long, yes, mais après tout, c'est mon métier. Votre métier? Je me présente. Agent Stormy Weather, de l'Intelligence Service. Quoi? Yes. Alors vous n'êtes pas vraiment Jerry Big House? Comme vous êtes Grobid, Jolly Pif, Popote, Momo et le commandant Glusbok. Oh. Mais comment avez-vous pu arriver à ce résultat? Oh, c'est toute une histoire. À suivre! Et de qui la mise en onde? Et Pierre Arnaud de Châssis-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. Chut! La lumière qui éteint. 11e épisode. C'était l'année dernière. Mon chef, colonel Enchisuit, m'appelle dans son office. Sergent Stormy Weather! Colonel? J'ai une bien curieuse mission pour vous. Vous êtes ingénieur pilote, je crois. Yes, colonel. Well. C'est vous qu'ils vont prendre. Il? Qui il? Une étrange association que nous surveillons de très près et qui se répand aux 4 coins du monde. On les appelle les babus. Les babus? C'est la première fois que le sergent Stormy Weather entendait ce mot. Et pourtant, 2 mois plus tard, il se trouvait reçu au cœur de Londres à une réunion de la centrale Babu d'Angleterre. Everybody stinks, it smells of bad drinks. On liquid Babu, smells cologne water. Everybody stinks, makes all of us sick. On liquid Babu has a good smelling. Shabby-row, Et devenu Babu, l'agent Stormy Weather, alias Jerry Big House, technicien, ingénieur et pilote, n'allait pas tarder à s'apercevoir qu'on attendait beaucoup de lui. Frère Babu Big House, le Grand Conseil a appris que vous étiez un ingénieur très versé dans les questions de navigation spatiale. Yes, frère Babu. Astronautique, vol interplanétaire, ma spécialité. Parfait. Nous allons avoir great besoin de vous.
Voici un dossier complet sur l'atoll Anatole. Il y a déjà, paraît-il, des agents français sur place, dénommés Black, White et d'autres. S'ils ne sont pas morts, essayez de les contacter. Bien, sir. Et si vous n'êtes pas mort, essayez de me contacter. Et voilà pourquoi, Monsieur Black, Monsieur White, voilà pourquoi et comment moi, sergent Stormy Weather, de l'Intelligence Service, je suis sur l'atoll Anatole comme astronaute babu, sous le nom de Jerry Big House. C'est fantastique. Celui-là qui l'a inventé, l'intelligence service, c'était pas la moitié d'un imbécile. Et quand je pense qu'on voulait lui faire avaler son permis de respirer. Mais on ne savait pas. Mais maintenant, on sait. À ce propos, il y en a un qui ne sait pas et à qui on devrait le faire savoir. Ah oui, qui c'est? Socrate, voyons. Oh, mais Ah, c'est oui. vrai, ça, il doit se faire un de ses mauvais sons. On n'a pas le droit de le laisser dans l'ignorance. Je vais lui passer un message. Enfin, par l'intermédiaire du commandant Montgaillard à Fort Coco, puisque malheureusement, on n'a pas de liaison directe avec Paris. Asti, faites chauffer l'émetteur. Si, monsieur Théo, si. Dites, je l'ai fait chauffer au bain-marie ou au feu des Bengales? Sacré Asti, toujours aussi farce. Hein? Allez, donnez-moi ça. Bouton. Contact. Bon, ça fonctionne, ça vient. Ah, dites-moi, la transmission s'avère laborieuse, me semble-t-il. Oui, ça ne va pas être facile, le temps est à l'orage. D'ailleurs, vous entendez? Oui, mais enfin, c'est encore loin, quand même. Et il faut faire vite. Eh ben, beauté divine, quelle histoire. Black, White, Asti, Théo, rien de cassé? Et vous, Maurice? Mon Dieu, ça va, merci. Tout est bouleversé, c'est insensé, mais qu'est-ce qui s'est passé? La foudre, Maurice. La foudre. Foudre? Oui, bien sûr, la foudre, elle nous est tombée dessus. Ça peut pas être la foudre, il y a un paratonnerre sur la coupole. C'est justement à cause du paratonnerre, voyons, rappelez-vous. J'ai détourné le câble conducteur pour le relier avec notre antenne intérieure, pour que le paratonnerre fasse antenne extérieure, vous comprenez? Oui, évidemment, la foudre a suivi le câble. Voilà, et au lieu d'aller se perdre dans la cuve d'eau à 400 mètres d'ici, où le câble aurait dû normalement se trouver, elle a atterri sur l'émetteur. Bien, mes enfants, la échappée belle. Comme vous dites, Maurice. Maintenant, la question du message à Socrate est réglée. Pauvre petit poste, réduit en poussière, il n'en reste rien. Ah, dites donc, j'y pense. Il faut que j'aille tout de suite remettre le câble à sa place, dans la cuve. Cette histoire de foudre tombée ici, ça va paraître louche, on risque une enquête. Asti, passez-moi le câble. Si, voilà. Merci. Oh, attention, j'aperçois Claquemuf. Il vient par ici. Je me sauve. Ah, Cristo, que salade, esto claquemouf qui vient. Attendez, n'ayons l'air de rien. Soyons naturels, hein. Naturel. Tâchons de mettre un peu d'ordre dans tout ce fouillis. Allez. Oh, mais voilà, monsieur Claquemuf. Bonjour, monsieur Claquemuf. Entrez donc, monsieur Claquemuf. Eh bien, messieurs, que s'est-il passé? Bien, écoutez, mon cher Claquemuf, je dois vous dire, nous avons eu grand peur. Voilà. Imaginez-vous que, enfin, je sais pas comme ça bêtement, la foudre nous est tombée dessus. Oui. La foudre? La foudre. Mais non, mais je ne comprends pas. Il y a pourtant un puissant paratonnerre sur la coupole. Mais oui, n'est-ce pas? Mais précisément, c'est ça qui est curieux, vachement insolite, non? Mais alors, comment se fait-il que la foudre soit tombée ici? On se le demande, monsieur Claquemuf. Ah, vous savez, les paratonnerres d'à présent, c'est plus ce que c'était. Oh là, les paratonnerres d'avant-guerre, ça, c'était quelque chose. oui. Non, mais ça ça n'est maintenant. pas une explication. Non, ça. mais à bien réfléchir, je crois qu'on a commis une imprudence. Une imprudence? Oui, c'est ça. Oui, c'est une ça. imprudence. Mais non, mais quelle imprudence! On a voulu se faire tiédir du café chaud. Voilà, c'est ça. Alors, on l'a fait tiédir sur notre réchaud à refroidissement. Et alors, on ne s'est pas méfié, on a tout mis en marche. Oui. Alors, n'est-ce pas, le café, n'est-ce pas, le réchaud, ça fait, comment dire, un champ magnétique considérable. Ça fait un champ, ça fait une attraction plus forte que celle du paratonnerre, vous comprenez? Oui, mais quand même, la foudre. Eh oui. C'est bizarre, ça. J'en parlerai au professeur Hardy Petit. Dites-moi, très cher Claquemuf, vous prendrez bien une tasse de café. Ah, non, pour que ça recommence, laissez vos réchauds tranquilles. Ça y est, la foudre vient encore de tomber. Ah non, mais cette fois là où il faut, dans la cuve, là-bas, vous voyez, très cher Claquemuf, ça fume. Eh ben, tu vois, c'est bien ce qu'on vous disait. Dès qu'on fait du café, on attire la foudre. Oui, et dès qu'on en fait plus, ça l'attire plus.
ta foudre, quand même, c'est pas malin. Alors vraiment, cher Claquemuf, pas une Oh, petite non, tasse... fichez-moi la paix avec votre café foudroyant. Oh, qu'à cela ne tienne, si vous préférez du thé... Ah, voilà, monsieur Claquemuf, du thé. Le thé, ça repousse la foudre. C'est bien connu, pourquoi ça dégage pas de l'électricité. Allez, je vous en fais chauffer. Non, merci. Je viendrai vous en demander peut-être, mais par ton calme. Oui. Au revoir. Oh, il s'en va déjà? Eh bien, on s'en est pas trop mal tiré. Il a l'air d'avoir mordu dans nos salades. Hein. J'en ai l'impression, en tout cas, on lui a flanqué une de ses trouilles. Mais quand même, je ne suis pas mécontent. Ça se tenait ce qu'on lui a dit, et je me demande même si nous n'étions pas dans la vérité. Bon, monsieur Maurice, voilà monsieur Théo qui revient. Il est avec monsieur Jerry Bighouse. Eh bien, monsieur, quel bouleversement. Vous avez dû avoir chaud. Ben, plutôt oui, mon cher Bighouse. Il faut vous dire que... Yes, je sais. Théo a expliqué à moi. Je suis arrivé juste à temps pour établir le branchement du câble. Claquemuf ne s'est aperçu de rien. Non. Absolument pas. Bon. L'argumentation qu'on lui a servi à dissiper ses derniers doutes en admettant qu'il n'en ait jamais eu. Oh, ne vous y fiez pas, Claquemuf est le doute fait homme. Parlez latin, Théo? Latin? Bah oui, vous dites le doute fait homme. Non, je vous en prie. Alors, dites-nous, mon cher Bighouse, avez-vous pensé à ce qui peut encore être fait pour retarder le départ? Retarder le départ? Mais avez-vous réfléchi que nous ne pourrons pas éternellement retarder le départ? Quelque chose de very, very grave se prépare, mais ce n'est pas en retardant le dénouement que nous pourrons l'éviter. Il faut lutter, mais pas reculer la bataille. Non, croyez-moi, j'ai étudié la question. On agira beaucoup mieux quand on sera dans l'hyperespace. N'oubliez pas que je suis le pilote. Alors l'impossible deviendra possible. C'est sur les routes du ciel qu'on trouvera le chemin de la victoire. L'image est jolie, Théo, mais quel mystère se cache derrière? L'avenir nous le dira. Et c'est pour quand ce départ, monsieur Bighouse? Pour bientôt. Ouais, mais enfin, ça nous laisse encore bien un ou 2 mois devant nous, hein, le temps de se retourner, non? 1 ou 2 mois? Vous croyez? Look, regardez. Départ irrévocablement fixé au jeudi 3 avril. Signé Furax. Jeudi 3 avril? Christo, plus que 3 jours. Alors, Jerry, tout est prêt? Yes, monseigneur. J'ai passé 48 heures dans le poste de pilotage. Extraordinaire! Ah oui, hein, nos savants ont fait de la belle ouvrage. Jamais un satellite aussi perfectionné et aussi gigantique n'aura sillonné l'espace interplanétaire. La destinée et la nôtre sont entre vos mains à présent. Vous n'avez pas peur de cette responsabilité? Oh non! J'ai une excellente assurance relevée. Très bien. Tout sera prêt pour le grand départ. Yes! Je dois voir encore le professeur Ardipoti pour quelques détails et tout sera OK. Quand voulez-vous quitter la Terre? Demain matin, à 4h01. Ah mais pourquoi 4h01, monsieur Furax? Parce que mon cher Glusbok, un événement historique n'a jamais lieu à l'heure juste. Mais quelques instants plus tard, dans les allées désertes du jardin, le commandant Glusbok et l'astronaute Bighouse reprenaient en secret leur vraie personnalité. Sincèrement, Stormy Weather, vous ne craignez pas de nous lancer dans cette aventure? Absolument not, cher terre au courant. Vous croyez pouvoir diriger l'atoll Anatole dans l'hyperespace? Vous êtes un savant, Théo. Yes or not? Yes, enfin, je veux dire oui. Vous connaissez votre métier? Je crois. Eh bien, moi, je suis sûr de connaître le mien. Ouais, mais celui d'astronaute ou celui d'agent de l'intelligence service? C'est le même, mon cher. Hey, croyez-vous réussir aussi bien l'un que l'autre? Vous êtes un grand savant, Théo. Ça ne vous empêche pas d'être un excellent commandant Glusbok. Vous m'avez suivi, monsieur Bighouse? Yes, professeur Ardipoti. Donc, ne jamais oublier ce principe. Plus la densité du satellite est grande, plus il subit l'attraction terrestre. Plus vous la diminuez, plus il subit l'attraction des autres planètes, proportionnellement au carré de leur distance. I know, professeur, je sais. Quand l'atoll Anatole aura été arraché à la Terre par les fusées de Costecalde, il se dirigera dans la grande sphère grâce à l'extrapolateur de Ardipoti. Protégé par la coupole en cosmiglas de l'ingénieur Grégory Moche-Moche. Ah, vous étiez là, vous. Moche-Moche là, Moche-Moche ici, Moche-Moche partout. Alors, monsieur Bighouse, l'heure du départ est fixée? Yes, Mr. Moche-Moche. Demain, jeudi, à 4h01. Pourvu que la chance soit avec nous. Sinon, ce sera terrible. Cette nuit, vers 4h20, sous la coupole du petit observatoire de Château-du-Loir, dans la Sarthe, l'astronome de service somnolait, l'œil rivé à l'objectif de sa lunette, l'esprit vagabondant parmi les étoiles.
quand soudain... Oh, bon sang! Mais je rêve! Oh, c'est pas possible! Oh, mais non! C'est bien ça! Vite! Le directeur! Monsieur Fiscrobe! Vite! Réveillez-vous! Vite! Venez voir! Mais qu'est-ce qui vous prend, Régouillet? Il y a le feu. Oh non, monsieur Fiscrobe! Oh, venez voir! Dans le Grand Équatorial, il y a un satellite! Un satellite? Enfin, quoi? Un satellite, c'est pour ça que vous me réveillez, mais il y en a un par jour en ce moment des satellites. Allez, bonsoir, mon vieux. Oh, mais non, monsieur le directeur! Ça n'est pas comme les autres, il bouge pas! Il bouge pas? Alors c'est pas un satellite. Bonne nuit, mon vieux. Oh non, venez voir, monsieur Fiscrobe! Oh, je vous jure que c'est pas ordinaire! Oh là là, c'est bon, j'arrive. Vous le voyez, monsieur Fiscrobe, vous le voyez? Mais bien sûr que je le vois, Régouillet. Je l'ai vu en même temps que vous. Passez-moi le téléphone. Vous êtes assis dessus, monsieur le directeur. Ah oui, c'est vrai. Allô? Allô, mademoiselle, donnez-moi Paris. L'observatoire, vite. Parlez, vous l'avez? Allô? Allô, ici Fiscrobe, de l'observatoire de Château-du-Loir. Je viens de découvrir une chose extraordinaire. Je vais vous donner les coordonnées. Une demi-heure plus tard, tous les observatoires du monde alertés échangeaient leurs impressions. Allô, Paris? Allô, Greenwich? Allô, New York? Allô, Oslo? Allô, Moscou? Nous le voyons. Nous l'avons vu! C'est un point. Un point brillant! C'est pas une étoile! Ni une comète. Ni une fusée! Ni une nova. Ni une poussière sur le télescope! C'est un satellite! Oui, un satellite. Mais immobile! Non seulement immobile. Mais ne bougeant pas! Allô, Paris? Allô, Greenwich? Allô, New York? Oslo? Or, il se trouva que tous les sismographes du monde avaient enregistré dans la nuit de secousses très violentes. À quelle heure? 4h01! 4h01. 4h01! 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 Demandez le New York Herald. Malgré leur décision de supprimer les expériences nucléaires, les Russes ont encore fait éclater une bombe. Demandez-le. Demandez Pravda. Amérique poursuit explosion atomique en dépit du geste de l'Union soviétique. Demandez Pravda. Demandez François une nouvelle explosion d'une bombe à hydrogène. Demandez François. Monsieur le Président, une enquête a été faite. Et il ne s'agit ni d'une bombe russe, ni d'une bombe américaine, ni même d'une bombe tout court. Mais alors cette secousse sismique? Nous avons reçu la même information de tous les observatoires du monde. Elle nous signale l'apparition dans le ciel d'un point lumineux, tantôt mobile, tantôt fixe. Étrange. Y aurait-il donc un rapport entre cette explosion et ce corps lumineux? Ah, certainement, Monsieur le Président. Où a été localisée la secousse? Quelque part dans le Pacifique. Un témoin oculaire? Pour l'instant, non, Monsieur le Président, mais on ne sait jamais. En effet, quelques heures plus tard, un pêcheur japonais nommé Kikoyuto Yatakame, qui avait poursuivi un thon de 13 livres jusqu'aux confins du 30e parallèle, faisait aux autorités cette intéressante déclaration. Le témoignage du pêcheur japonais fut transmis instantanément aux quatre coins du monde. Il racontait en quelques mots un des événements les plus incroyables de toute l'histoire de l'humanité. C'était la nuit sur la mer calme. La lune brillait comme une assiette de porcelaine. Loin à l'horizon, l'île appelée Anatole dormait sur les vagues. Soudain, un grondement sourd, puis de plus en plus fort. Une explosion de feu et de flammes, comme si les 120 000 volcans avaient craché les brasiers de l'enfer. Et j'ai vu l'île s'élever au-dessus de la mer, flotter un instant dans son nuage d'encre, puis jaillir vers le ciel à la vitesse du tonnerre, poussé par un bouquet de flammes, tandis que l'océan hurlait et se tordait comme une pieuvre mordue à mort. Tout cela, je jure sur mes ancêtres que je l'ai vu. Signé Kikoyuto Yatakane.
la nouvelle se répandit, ce fut en plusieurs endroits la panique. Comme toujours, la police sut rétablir l'ordre. Les églises regorgèrent de monde. À présent, mes frères, qu'un danger inconnu nous menace tous, saurons-nous nous tendre la main par-dessus les frontières? Saurons-nous nous unir en oubliant nos haines? Les gouvernements firent des appels pathétiques. Français, un terrible danger dont nous ignorons l'origine semble vouloir s'abattre sur le... Popolo d'Italia, un terribile pericolo che sciemme venire da nulla. Ladies and gentlemen, a terrible danger which we Une horang de sociano ambas. You toma, why be the wine should not have Seuls quelques groupes d'individus répartis dans le monde se réjouissaient en secret, car ils savaient que ce jour-là marquait le début de leur victoire. La Charonne, il n'y a que le grand barbu qui sent l'eau de Cologne. Et ce point lumineux, là-haut dans le ciel, c'était la nouvelle étoile des Babus. Le grand barbu qui a la bonne odeur. Dans l'immensité silencieuse, dans cette région éloignée de l'espace que les savants appellent glandosphère, dans l'infinité désertique où le vide fait suite au vide, un étrange engin vient d'apparaître. Une parcelle de la Terre longue et large de 8 kilomètres et recouverte d'une coupole transparente, libérée de l'attraction terrestre, se déplace lentement dans le vide. C'est l'atoll Anatole, le premier satellite habité, qui par la volonté de Furax fut arraché à l'océan Pacifique et qui rôde à présent à 4000 kilomètres au-dessus de notre globe, comme un aigle prêt à fondre sur sa proie. À l'intérieur de la coupole, au centre de l'île, la vie continue. Et dans le poste de pilotage, le professeur Hardy Petit, aux côtés de l'astronaute Jerry Bighouse, laisse éclater sa joie. Mon cher Jerry, quel bonheur, quelle récompense pour un vieux savant comme moi de voir son rêve se réaliser. Tout s'est bien passé comme vous l'aviez prévu, professeur. Merveilleusement. Tous ces chiffres, ces calculs que j'ai alignés ma vie tout entière, les voilà qui vivent eux aussi à présent. Après mon extrapolateur de densité espace-temps qui transportait le présent dans le passé, voici l'extrapolateur total qui annule l'attraction terrestre. Et hop, une île s'envole dans la grande sphère et voltige au milieu des planètes. Jerry, mon cher Jerry, allez-y, allez, faites-moi manœuvrer le satellite, là, que je me garde de ma réussite, que je me saoule de ma joie. Regardez, professeur Hardy Petit, je descends le levier T. La densité augmente. Nous descendons. 3880 kilomètres. 3850. Oh, bravo. Allez, on remonte à présent. Allez, hop. 3900. 4000. 4020 kilomètres. Cet astronef est aussi maniable qu'une 4 chevaux ou qu'un scooter. Allez, allons-y, Jerry. Un petit tour de valse dans la grande sphère. Youpi! Youpi! Et cette douce euphorie de la victoire, nous la retrouvons aussi chez deux autres grands vainqueurs, qui n'ont pas moins de raison d'être confiants et détendus, si ce n'est une certaine méfiance réciproque. Alors, Claquemuf, tout va bien? Tout va bien, mon cher Furax. Tout marche, tout fonctionne? Tout marche, tout fonctionne. Toutefois... Toutefois? Ah, parce qu'il y a un toutefois.
Il y a toujours des toutefois. Et c'est de mon devoir de les situer. Je suis un homme précis. Précis, je ne dis pas. Un homme, ça, c'est une autre histoire. Vous avez raison, Furax. À mon niveau, le mot homme n'a plus de signification. Je suis avant tout un babu. Vous disiez donc, toutefois... Je disais donc, toutefois, si la réussite est en effet totale sur le plan scientifique, peut-être y aurait-il lieu de voir si elle est en rapport avec les plans financiers. Et que voulez-vous dire? Où voulez-vous en venir? Ah, ceci, je représente ici les babus. Mais je commence à le savoir. Ils ont mis en moi toute leur confiance. Je le sais aussi, et alors? Ne le prenez pas mal, Furax. Simple rappel pour mémoire. Mais lorsque nous aurons réussi notre grandiose affaire, il me faudra rendre des comptes au Conseil suprême. Fournir un bilan valable et en bon ordre. C'est pourquoi j'ai apporté mon grand livre. Afin d'éplucher, afin de vérifier avec vous les dépenses. Mais les chiffres ne m'intéressent pas, seuls les résultats comptent. Je sais, mon cher Furax, mais c'est indispensable. Ça ne sera pas long. Bon. Si vous voulez le voir... Oh, moi, vous savez... Nous arrivons à des totaux impressionnants, presque inquiétants. Inquiétants? Eh oui, pas pour les grosses œuvres, bien sûr, mais dans les détails. J'ai l'impression que c'est quelque peu abusif. Mais... Voyons. Qu'est-ce que vous me chantez? Je vois là, agencement de l'atoll Anatole en satellite interstellaire, 2775 milliards. Bah, c'est régulier. Mais tout ce qu'il y a de plus régulier, ça comporte l'installation des usines et des laboratoires, l'achat et la pose des appareils de gravitation, de l'extrapolateur des densités, fabrication et mise en place de la coupole isolante, ventilation, pressurisation, etc. Tout est normal. Normal. Au chapitre fusée, il y a quelque chose qui cloche. Non, montrez. Ouais, je fusée. 52 786 687 francs 95. C'est anormal? Les 52 786 000, tout ce qu'il y a de plus régulier. Mais les 687 francs 95, non. Vous insinuez que j'ai détourné 687 francs 95? De moi pourrait y penser. Regardez, ces 687 francs 95 se rapportent à l'achat d'une certaine quantité de boîtes d'allumettes. Eh ben alors, il fallait bien allumer les fusées pour les faire partir, non? Bien sûr, mais on aurait pu le faire à meilleur compte. Avec 400 francs d'allumettes, ça aurait largement suffi. 400 francs, je ferai établir une enquête. Bah, très bien, alors à part cette histoire d'allumettes, pas de gaspillage. Je n'ai pas fini. J'en arrive au chapitre des dépenses somptuaires. Ah, parce qu'il y a des dépenses somptuaires. Je le crains, mon cher Furax. Voyez, dépassement Malvina, 26 576 francs. Malvina a dépassé de 26 576 francs. Et qu'est-ce qu'elle a dépassé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ces cigarettes, Furax. Eh ben alors, elle n'a plus le droit de fumer à présent? Si. Elle n'avait le droit, d'après mon devis général, qu'à des Gauloises ou à des Gitanes. Or, elle a changé sans mon autorisation. Voyez, c'est écrit. 25 paquets de Scaferlati de Colorado, à bout renforcé, papier moitié seigle, moitié gruau, filtre amovible avec garniture en duralumin. C'est abusif, ça grève le budget. Malvina n'a pas besoin de votre autorisation pour fumer ce qui lui plaît. Vous êtes un mufle et un radin gratté. Je regrette, mais vous me devez la différence, soit 11 625 francs. Oh, c'est bon. Tenez, les voilà, vos 11 625 francs, les voilà. Et maintenant, foutez-moi la paix. Merci, mon cher Furax. Moi, n'est-ce pas, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais si on se laisse aller, les frais généraux sont très lourds. Et là, tenez, voyez-vous, il y a une somme de 6 800 francs que je ne peux pas accepter. Et ça vous concerne personnellement? Ça me concerne... 6 800 francs de quoi? Sucette, berlingot, boule de gomme, roudoudou, barbe à papa. Que vous aimez ça, ça vous regarde. Mais pas aux frais des babus. Oh, bougre de fossile avorté. Avorton de bas-relief. Me contester mes sucreries. À moi, Furax. Mais j'ai droit au roudoudou et à la barbe à papa. Ça rentre dans mes notes de frais. Donnez-moi ce livre. Mais, Furax, je ne peux... Donnez! Dorénavant, tous les comptes me passeront par les mains. J'en aurai le contrôle. Furax, vous n'avez pas le droit. Et tous les droits. Et ceux que je n'ai pas, je les prends. Donnez-moi ce livre, ou je vous mets ma main sur ce qui vous sert de figure. Oh, vous n'oseriez tout de même pas. Oh, je vais me gêner. Voilà. Par les coups de gousse, vous m'avez giflé. On ne peut vraiment rien vous cacher. C'est bien. Nous la verrons cet affront dans les fronts. Quoi? Nous la verrons cet affront dans les sangs. Dès demain, Furax, vous recevrez mes témoins. Demain? C'est pas... C'est bon, Lady. Quel œuf. Quelle cloche.
vous étiez là, commandant Glusbach? Eh oui, monsieur Furax, depuis 45 minutes. Et qu'est-ce que vous en pensez? Que ça fait long. Non, je veux dire, ce duel, de la provocation de ce misérable Claquemuf. Eh bien, vous l'aviez giflé, je crois. Mais bien sûr que je l'ai giflé. Il me chicanait sur 6 000 francs de confiserie. Oui, seulement si vous l'avez giflé, monsieur Furax, il est en droit de vous demander réparation par les armes, n'est-ce pas? Ça se fait encore. Ridicule. Navrant. Alors je vais me colter avec ce mameluc au crâne bleu, avec ce crapaud à l'œil mou. Il va probablement vous envoyer ses témoins. Ses témoins? Il va choisir des témoins. Eh ben moi aussi, Commandant Glusbach, vous serez mon premier. Moi? Oui, vous. Oh non, vous ne croyez pas que ça va le vexer? Je suis un ancien garde de 2e classe. Justement, il en crèvera. Je vais tout de même pas prendre le grand babu pour un pareil ruffian. Ah, le grand babu, peut-être pas, mais son futur sosie. Eh? Mais oui, tiens, ça c'est une idée. Oui, lui aussi, bravo. Lui et vous. Voilà. Glusbach, l'ancien 2e classe, et Momo, l'ancien comique troupier de la guinguette au cactus. Voilà les témoins que j'offre à monsieur Claquemuf. Il va en crever. L'ignoble, les répugnants personnages! Avoir l'effront de prendre comme témoin Glusbach que je hais et Momo que je méprise. Oh, il me le paiera. Entrez! Ah, c'est vous, Cocodou Labaya. Vous m'avez fait appeler, monsieur Claquemuf? Oui. Monsieur Cocodou Labaya, vous allez me servir de témoin. Oh, je crains de ne pas pouvoir. Réflexion faite, vous avez raison, Cocodou. Oui. Vous êtes une incongruité vivante. Ouais. Mais vous êtes encore trop bien pour être mon témoin. Je veux quelque chose de plus bas encore que vous. Je veux des témoins de la plus basse classe, des sordides d'extraction. Je vais les choisir sur un tas de fumier. C'est ça, voilà, sur le fumier. Mes jardiniers, voilà ce qu'il faut. Ces minables planteurs de Gouniaf, ces 2 imbéciles. Messieurs Grosby des Jolies Pilles. Voilà. Venez avec moi, je vais les trouver. Oh, vraiment, monsieur Claquemuf, on est très honorés. Oh, vous pouvez compter sur nous, monsieur Claquemuf. Très bien, alors vous acceptez. Avec plaisir. Bon, joie, monsieur Claquemuf. alors c'est vous que vous êtes l'offensé. Alors c'est vous que vous avez le choix des armes. Alors qu'est-ce que vous choisissez? Ah, oui. Je ne sais pas trop, n'est-ce Non, pas? mais l'épée, le sabre, la carabine à répétition générale, la colichemade... Ah, si, c'est ça, la colichemade. Voilà. Avec ça, vous pouvez pas le rater. Pourquoi la colichemade? Non, c'est encore trop bon pour Furax. Je veux quelque chose de plus vulgaire. Et dites, pourquoi vous choisiriez pas l'escrime soda? L'escrime soda? Bah oui, Grosby a raison, l'escrime soda, ça va le souffler, votre adversaire. Et ça se pratique comment? Avec un siphon d'eau de sels. Vous appuyez sur leur sort et vous envoyez le jet. En somme, combat au jet de siphon. Bah voilà. Adopté, ça me plaît. Je lui couperai la respiration et je laverai l'offense en même temps. Un coup de siphon. Parfait, Voilà. allez-y. On y va. Oui. Je veux que vous soyez habillés comme des mendiants. Comme des mendiants. En loque. Ouais. Et que vous sentiez mauvais. Comptez sur eux, monsieur. Ah, il veut m'humilier avec ses témoins. Et avec les miens, il va être servi. Entrez! Qu'est-ce que c'est? Des mendiants? À 4000 kilomètres dans la glandosphère? J'aurais... Non, on n'est pas des mendiants, monsieur Furax. On est des témoins, monsieur Furax. Des témoins? Il y a eu un accident? Non, on est témoins pour le duel. Pour le Mais bien sûr, on présente monsieur Claquemuf. On vient vous porter son défi. Quoi? Vous? Mais vous êtes les jardiniers, non? Ah, les gougnafiers, oui. Oh, monsieur. l'ignoble! Oh, l'affreux, l'abominable type! Me faire ça, à moi, m'injurier une fois de plus! Oh, mais je vais le tuer! Oh, je vais le tuer! Mais oui, justement, monsieur, on vient pour ça. Eh oui, pour discuter comment vous allez vous entretuer. C'est bon. Dans 10 minutes, mes témoins vous retrouveront. Mais pas ici. À cause de votre odeur. Reculez, tout le monde derrière les barrières. Si, que c'est moi, Poupou. C'est moi le directeur du combat. Alors, garde, maintenez-le au public. Moi qui vous... Oh, Christ, je sais plus où donner de la tête. Voilà, alors c'est fait. Alors, messieurs les témoins, regagnez vos places.
Ça va, monsieur Furax? Ah, très bien, commandant Glusbuck. Pas trop ému? Ému, mon cher Momo, mais vous voulez rire devant ce stupide pantin et à l'escrime soda. Oh non, moi j'aurais choisi le lance-flamme ou le pal à trois faces. Enfin. Mais, monsieur Furax, madame Malvina n'est pas là. Non, il a préféré s'abstenir. C'est pas tellement qu'un duel l'impressionne, mais elle a horreur de l'eau de Seltz. Ça va, monsieur Claquemuf? Eh bien, gros bide. Mais, reculez un peu, vous sentez vraiment trop mauvais tous les deux. Oh, ben c'est vous qui nous avez recommandé de nous mettre en salingue pour humilier Furax. Je sais, mais de là à humilier mon odorat. Combat en 2 assauts, jusqu'à complète suffocation. Prêt? Prêt. Ouais. Allez, messieurs! Les deux adversaires, le siphon en main, s'observent. Ils tournent lentement l'un autour de l'autre, guettant la faille qui permettra d'envoyer le jet mortel d'eau gazeuse dans les narines de l'adversaire. La foule retient son souffle. Furax lève son siphon à la hauteur de sa tête, et ça y est! Il vient d'envoyer une décharge d'eau de Seltz qui atteint Claquemuf à l'oreille. Celui-ci riposte en envoyant une giclée à la poitrine de son adversaire. Et le combat fait rage. Les jets fusent comme des flèches. La foule excite les combattants. C'est vraiment de la très belle escrime soda. Pan dans l'œil de Furax. Et flash dans le cou de Claquemuf. Et l'eau jaillit des siphons. On reprend les places immédiatement. Prêt, monsieur? Je suis toujours prêt quand il s'agit de me venger. J'exterminerai cette vermine. Un siphon, c'est pas bon. Attention! Le deuxième assaut! Il pleut, assaut. Le combat, il s'arrêtera qu'à la première suffocation. Partez! Le deuxième assaut débute tout de suite violemment. Furax et Claquemuf s'attaquent à coups de jet d'eau gazeuse avec une ardeur inouïe. Les visages et les corps ruissellent. Les duellistes pataugent dans les flaques pleines de bulles. Monsieur Claquemuf! C'est défendu de taper sur la tête avec le siphon, Sauvez sa peau! Quel beau combat, quelle frénésie! On se bat comme au bon vieux temps. Furax bondit comme un danseur de l'opéra. Claquemuf a des allures de vieux noble espagnol. Tout ça est ridicule à souhait, mais l'honneur sera sauf et c'est le principal. Ça y est, Furax vient d'envoyer un jet magistral au visage de son adversaire qui suffoque. Il chancelle, il titube, on se précipite. Christo, il l'a eu, arrêtez le combat, stop! Monsieur Furax, retournez à votre place. Le duel, il est fini. C'est la suffocation. L'honneur, il est sauf. Ça va, monsieur Claquemuf? Ça va, oui. Oui, ça pourra aller. Il m'a eu. Vous en faites pas, monsieur Claquemuf. Vous êtes très bien battu aussi. Dites à présent, le code de l'honneur, il voudrait que vous vous réconciliez. Vous croyez? Indispensable, ça, il faut. En tant que témoin de votre adversaire, nous ne saurions trop vous le conseiller. Bon, oui, alors, j'y vais. Allez, allez-y. Monsieur Furax, ça y est, voilà Claquemuf qui vient pour la réconciliation. C'est obligé. Ah, ça se fait toujours, pour les photographes. Mais mon cher Glusbuck, nous sommes à 4000 km dans l'espace. Ah oui, mais la publicité a des droits partout, monsieur Furax. Ah, Furax, dans mes bras, que je vous embrasse. L'honneur est sauf. Dans mes bras. Laissez-moi vous serrer. Non, doucement, Oui. Claquemuf, vous m'étouffez. Ça ne fait rien, je vous embrasse, c'est le principal. Non, doucement, Claquemuf, je ne peux plus respirer. Et là, mon Dieu! Christo, la deuxième suffocation. Et ramenez-le, bon sang! Furax, mon cher, mon fils spirituel, mon ami sincère. Pas mon vieux Wade, on aura tout entendu. Tu vois, Black, l'amitié, ça étouffe aussi bien que la haine. oui. Quand le soir, je vais au bord de l'île et qu'à travers la paroi de Cosmiglas, j'aperçois la terre, cette grosse boule entourée de nuages, je sens qu'elle peut m'appartenir bientôt. Elle nous appartiendra bientôt, Furax, n'en doutez pas. La première phase de l'opération est réussie. L'atoll Anatole est devenu un satellite, un astronef naviguant dans la glandosphère, jouant avec les attractions des planètes comme avec autant d'aimants. Il reste encore la seconde phase. La plus délicate.
Réduire d'ici la terre en esclavage et redescendre ensuite en triomphateur tombé du ciel sur un monde soumis et résigné. Ça ne va pas être facile, Claquemuse. Vous oubliez la lumière qui éteint, la lumière bleue de l'ingénieur Moche-Moche que nous avons expérimenté à Morzy-les-Gaillardes pendant près d'un mois. Oui, je sais, mais ce courant pourri partait d'une centrale électrique à nous et se répandait dans tout le réseau à haute et basse tension. N'oubliez pas une chose, cher Furax. Quoi donc, Claquemuse? C'est que Grégory Moche-Moche est un grand savant. Quelques instants plus tard, dans le laboratoire de l'ingénieur. Grand savant, je suis, monsieur Furax. Grégory Moche-Moche, inventeur de la lumière qui éteint, n'a plus besoin de réseau électrique pour répandre courant à la surface de la Terre. Vraiment, vous avez trouvé un moyen? Oui. Géniale idée germée dans mon cerveau en peignant mes cheveux sur ma tête. Vos cheveux? Oui, monsieur Claquemuse. Mon peigne faisait étincelle dans mes cheveux. Petite crépitation dans le peigne. Oui, je connais, ça arrive souvent. Et qui fait crépitation? Électricité statique, électricité dans les cheveux, électricité dans les mains, dans le corps, dans carrosserie, voiture, partout, arbres, plantes, fer, bois, partout, électricité statique, électricité dans nuages, dans vapeur, dans eau, partout sur Terre. Alors, Moche-Moche a trouvé moyen, de même qu'il avait trouvé pour réseau électrique haute tension, de pourrir l'électricité statique. Et bientôt, tout sur Terre, arbres, plantes, nuages, vapeur, auto, cheveux même, deviendra porteur non plus électricité normale, mais courant Moche-Moche, rayon Moche-Moche, qui annihileront volonté tous les humains. Mon Dieu, Claquemuse, mais c'est terrible. Ce n'est pas ce que vous désiriez, Furax? La domination du monde? Oui, bien sûr. Mais vous avez l'air soucieux, Furax. Qu'est-ce que vous craignez? Je crains, cher Claquemuse, qu'il n'y ait pas assez de veaux pour tout le monde. Quelque part dans le monde, dans un endroit secret et insolite, c'est-à-dire sur la terrasse d'une maison camouflée en abri souterrain, une centrale des Babus tient une session extraordinaire. Frères Babus de nationalité apatride, le grand jour approche. Répétez. Le grand jour approche. L'atoll Anatole, transformé par nos frères majeurs en satellite artificiel, tourne à présent autour de la Terre à 3000 kilomètres dans la glandosphère. C'est plus fort que le père du Bonloup. Silence, frères perturbateurs. Bientôt la lumière bleue, la lumière qui éteint, répétez. La lumière qui éteint, répétez. Va nous rendre maîtres de l'univers. Oui. Bientôt, tout ce qui ne sera pas Babu sera à notre merci. Répétez. Merci. Mais nous, les Babus, ceux de la race des seigneurs, nous les purs, les conquérants, nous devons être immunisés contre cette lumière bleue grâce à nos casques isolants garnis d'escalopes de veau panées qui neutralisent les radiations. Stocker les escalopes de veau et constituer des réserves de chapelure. J'ai dit. Ce mot d'ordre insolite ne devait pas demeurer lettre morte, mystérieusement transmis dans toutes les parties du globe. Il ne tardait pas à semer le trouble et l'inquiétude. C'est ainsi qu'aux abattoirs de Chicago, universellement réputés. Hello, Johnny. Qu'est-ce qu'il y a, Mac? Il n'y a pas beaucoup de veaux aujourd'hui. Non, c'est curieux. Comment ça se fait? J'en sais rien. Il y a des chevillards qui ont tout embarqué, au-dessus du cours encore. Ça alors? Et rien que des veaux? Rien que des veaux. Alors ça, c'est vache. Monsieur le ministre de l'Agriculture, nous vous écoutons. Messieurs, il se passe des choses extravagantes. Au marché et aux bestiaux, plus de traces de veaux. Chez les détaillants, pas l'ombre d'une escalope. Tout a été raflé. Par qui? Et c'est ce que je m'efforce de savoir. Une enquête est ouverte. Si la route du veau est coupée, c'est que nous ne sommes pas les plus forts. Et déjà le peuple gronde. Le veau avec nous, le veau avec nous, le veau avec nous. Et ces gens qui crient pour du veau
qui plaire pour du veau, qui lutte pour du veau, ne se doute pas qu'il devrait pleurer, lutter, trembler pour quelque chose de plus grave, quelque chose qui se prépare là-haut, à 4000 kilomètres au-dessus de leur tête. Tout est en place. Il suffit de balayer la Terre avec un nuage de parcelles magnétiques porteuses d'électrons moche-moche, et toute la surface contaminée subira influence de la lumière qui atteint. Extraordinaire. Moche-moche, vous êtes génial. Ne perdez pas de temps à répéter des choses évidentes que tout le monde connaît, Furax. Votre modestie me fait peur, Grégory. La modestie est l'orgueil des faibles, mon cher. Je ne suis ni faible ni orgueilleux. À quelle distance de la Terre votre pulvérisateur d'électrons doit-il se trouver pour agir? Maximum 300-350 km, 250 pour plus grande sûreté. Parfait, nous allons descendre. Où est Glusbok? Glusbok! Je suis ici, monsieur Furax. Oh, parfait. Vous êtes toujours tout près quand on vous croit loin. Je suis policier, monsieur Furax. Très bien. Dites-moi, j'avais convoqué l'astronaute Big House. Oui. Il est là? Il attend dans le parc. Dites-lui de venir. Bien, monsieur Furax. Mon cher Moche-Moche, nous allons amener le satellite à 250 km de la Terre. Vous pulvériserez votre nuage magnétique sur tout l'hémisphère nord, et puis nous remonterons pour attendre les effets. Ils seront effrayants, Furax. Je l'espère bien. Oui! Entrez, mon cher Jerry. Good evening. Voilà, l'ingénieur Grégory Moche-Moche va vous donner quelques instructions que je vous demanderai d'exécuter à la lettre. J'écoute. Cher monsieur Bighouse, je crois que vous possédez le maniement des commandes du satellite sur le petit bout de vos gros doigts à présent. Hein? Yes! C'est vraiment très enfantin. On joue avec les attractions des planètes et les densités de l'astronef. Très facile, très facile. En ce cas, vous allez diminuer l'altitude, c'est possible? Possible. À combien sommes-nous? Environ 4000 km dans la glandosphère. Parfait. Vous allez réduire à 250. Pourquoi ce sifflement? Parce que nous allons rentrer dans l'atmosphère terrestre. Il va y avoir un frottement considérable. La coupole en cosmiglace peut résister à chaleur 24 000 degrés. Ah non, je sais, mais l'air sera irrespirable. Nous atteindrons une température de 48 ou 50 degrés à l'ombre. Mais il n'y aura qu'à ne pas se mettre à l'ombre. Nous avons climatiseur sous la coupole. Et il y aura une pression considérable. Nous avons des compresseurs aussi. Big House, je vous ai dit d'exécuter les ordres de l'ingénieur Moche-Moche, pas de les discuter. Très bien, monsieur Furax. Mais je décline toute responsabilité pour les conséquences. Bonsoir. Oh, Jerry. Yes? Dites-moi, il n'y a pas trop de danger, non? Pas trop. No. Eh ben alors, n'hésitez pas. J'y vais. Accompagnez-le, Glusbok. Et veillez à ce que tout soit fait. Et bien fait. Quelques instants plus tard, au poste de pilotage, nos amis Black et White apprenaient la nouvelle. Oh là 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 là. C'est terrible. Il faut faire quelque chose, Jerry. Faire quelque chose, oui, mais quoi? Furax lui a donné des ordres très précis. Il m'a chargé d'en surveiller l'exécution. Mais on peut pas laisser faire une chose pareille. Si Moche-Moche envoie ses poussières électroniques sur la Terre, c'est fini. Ça sera la lumière qui éteint partout, comme à Morsy les gaillardes. Jerry, vous n'avez pas le droit d'obéir. Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais je sais pas, réfléchissez. L'intelligence service vous a envoyé chez les babus précisément pour que vous empêchiez des choses comme ça. Oh, dites-lui, Théo. Chut, ne m'appelez pas Théo. Appelez-moi Glusbok. Voilà quelqu'un. Mais non, c'est Maurice. Qu'est-ce qu'il y a, Maurice? Oh, quelque chose d'assez inquiétant, mes amis. Asti ne va pas très bien. Asti, il va pas bien. Venez, il est au pavillon. Il est au pavillon. Bon, on va y aller, mais Théo, je vous en supplie, Jerry, trouvez quelque chose. Ah ouais, il faut pas que le satellite Anatole se rapproche de la Terre, vous entendez? C'est bon, on va s'en occuper. Allez, venez, mes amis, allons voir Asti. Les enfants, nous sommes en présence d'un cas très étrange. Ils sont comme fous. Exactement. Et attention, voilà Furax, avec le professeur Costecal. Oui, c'est moi qui les ai fait prévenir, monsieur Jolipi. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, vous voyez... Mais qu'est-ce que vous en pensez, Costecal? Je ne suis pas étonné, c'est le mal de l'espace. Quoi? Le mal de l'espace. Allons bon. Le changement de pression agit sur les vaisseaux du cerveau. Nous sommes en présence d'un des aspects les plus bénins, la fièvre zygomatique. Rire, gaieté, délire, c'est bien connu. Et c'est contagieux? Eh oui, monsieur Claquemuf a dû s'approcher trop près de votre camarade, alors le voilà contaminé. Oh là. Qu'on les fasse enfermer tout de suite, hein. Emmenez-les vite. Isolement complet, quarantaine. Et pour les nourrir. Alors, on leur passera des crêpes sous la porte. Bon, allez, emmenez-les. Monsieur Furax! Oui, qu'est-ce que c'est? Téléphone intérieur, on vous appelle du poste de pilotage. Allô, oui? Oui, c'est moi. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, Big House? Non, mais c'est pas... Oui, bon, tenez-moi au courant. Messieurs, il se passe quelque chose de grave. Quoi? Encore?
Oui, l'astronaute me signale un dérèglement incompréhensible de notre trajectoire. Non. Nous sommes projetés dans l'espace sans qu'il puisse corriger la déviation. Il a perdu le contrôle des commandes. Black. Oui. J'ai l'impression que Théo et Jerry ont trouvé ce qu'il fallait faire. Hardi petit, il faut faire quelque chose. J'ai tout essayé, Furax. J'ai donné à notre satellite une densité 10 fois supérieure à celle qu'il avait sur la Terre. En principe, nous devrions foncer vers elle à une vitesse de 2500 km à l'heure. Et nous ne fonçons pas. Si, mais dans une direction opposée. Quelle direction? Ah, je l'ignore. Il faudra calculer d'après la carte de l'espace. Et que dit le pilote? Que fait-il? Ce super astronaute, formé par les babus, comment réagit-il, monsieur Bighouse? Hein? Que voulez-vous? Il essaye d'enrayer cette fuite. Il est comme moi, impuissant, abattu, prostré. En réalité, Jerry Bighouse de l'intelligence service se frottait les mains avec un petit rire intérieur. Bien joué, mon cher Théo Courant. Et sur la Terre, tous les observatoires des 5 continents étaient en alerte. Allô, Valparaiso? Vous le voyez? De moins en moins, et vous? Il disparaît d'heure en heure. Allô? Le Mont Ventoux? Qu'est-ce qui devient? On ne sait pas, on ne le voit plus. Une vague de soulagement submergea les peuples. Hélas, rien n'avait l'allure d'un triomphe à bord du satellite en déroute, car Asti, atteint du mal de l'espace, avait contaminé Claquemuse. Isolés dans une cellule étanche, observés à travers une vitre, les 2 hommes s'abandonnaient au délire optimiste qui accompagne généralement la fièvre zygomatique. Sacré monsieur Claquemuse. Sacré Poupoute. La vie est belle, hein, monsieur Claquemuse? Elle est plus que belle. Oui. Elle est complètement stupide. Oh, Poupoute. Regarde-moi ces imbéciles qui nous observent, les nez collés à la vitre. Oh! Monsieur Braque! Professeur Constecal, commandant Grisbosch! Momo! Promis, joli pif! Oh! Mais, Poupoute, qu'est-ce qu'ils ont à faire, ces gueules d'Ontermont? Venez, vous autres, entrez, que si on rigole, on s'amuse, pas vrai, Léon? Oh oui, Poupoute! Dans le couloir, le nez à la vitre, Furax assiste impuissant aux ravages du mal. C'est absolument insensé. Regardez-moi ces 2 idiots. Ce rire stupide, ces visages tragiquement hilars. Assez! Ça me met les nerfs en boule. Je sais pas ce qui me retient de les étrangler, moi. N'entrez pas, monsieur Furax, vous savez bien que c'est contagieux. Oui, c'est vrai, Grisbock, j'oubliais. Mais c'est tellement exaspérant. Non, mais écoutez-les! Costecal, enfin, quoi, faites quelque chose. Vous vous y connaissez en médecine, non? Oui, enfin, c'est-à-dire, à part poser des ventouses et régler un sort de soupape, enfin, à la rigueur, changer un joint de culasse. Faites n'importe quoi, mais arrêtez ce rire, assez! Je peux plus le supporter. Eh, y a rien à faire, Furax, on vous l'a déjà dit, c'est un accès de fièvre zygomatique. Ah oui, mais... Ça se calmera automatiquement dès qu'on sera plus dans le vide. Ce mal de l'espace est assez mal connu. Oh. Oui, qu'est-ce que c'est, Malvina? Tu m'as envoyé chercher Jerry Bighouse. Oui, et alors? Il est dans ton bureau, il t'attend. C'est bon, j'y vais. Vous m'avez demandé, Mr. Furax? Oui, monsieur Jerry Bighouse, oui. Nous sommes toujours entraînés hors de l'orbite prévue? Oui, Mr. Furax, mais... Ne gaspillez pas votre salive, vous en aurez besoin. Vous voyez ce revolver? Yes, c'est un Schnicke Veston 9 mm, d'une redoutable précision. Mais, Mr. Furax... En tant que pilote astronaute, vous êtes responsable de ce qui arrive. Mais, Monsieur Furax... Alors c'est très simple. Si d'ici demain, on n'est pas rentré dans l'orbite normalement prévue, je vous fais sauter la cervelle. Je ne peux qu'une chose. Si vous collez 3 balles dans la peau, si dès demain nous ne sommes pas revenus sur notre orbite. Mr. Furax, écoutez-moi, j'ai 3 petits-enfants, 3 petits Anglais, dont un Italien. Je les ai quittés pour faire ce voyage avec vous, pour la cause des babés. Sur leur petite tête. Je vous jure que je ne peux rien faire, je vous jure. Heureusement que Jerry Bighouse est célibataire, sans enfant et membre de l'intelligence service, sinon ce mensonge eût été impardonnable. Pourtant Furax semble se laisser attendrir par cette petite comédie. C'est vrai ce que vous dites? Sur leur tête, Mr. Furax. Jurez-le sur la mienne. Oh, sur la vôtre aussi. Dans ce cas, il faut que quelqu'un d'autre paye.
Glusbach! Monsieur Furax. Dans 10 minutes, convocation générale de tous les savants et techniciens au laboratoire de pilotage. Vous pouvez disposer. Thank you, sir. Oh, Malvina, je sens que je vais éclater. Mais non, Fufu, tu t'énerves, c'est tout. Calme-toi. Mon sang boue, je frise la congestion. Mes yeux se brouillent, mes pieds sont mêlés. Mais ce n'est rien, Fufu, on va arranger ça. Là. Oh, Malvina, si tu étais un homme, j'aimerais mieux que tu sois une femme. Mais je suis une femme, Fufu. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Alors, messieurs les savants, vous êtes tous là? Oui. Monsieur Jerry Bighouse? Je suis, monsieur Furax. Commandant Glusbach? À vos ordres, monsieur Furax. Très bien, votre mitraillette? Sous le bras, monsieur Furax, en position de tir. Parfait, au premier signal, qu'est-ce que vous faites? Je la remets dans mon étui, ça mange pas de poudre. Bon. Jerry Bighouse, voulez-vous répondre à haute voix? Où en sommes-nous? Toujours pareil, Mr. Furax. Nous dérivons de plus en plus. Et comment expliquez-vous ça? Je n'explique pas, je constate. Les commandes n'agissent plus. Pouvez-vous expliquer pourquoi les commandes n'agissent plus? Je suis pilote astronaute. Ce n'est pas moi qui ai construit l'astronef. Que voulez-vous dire par là? Je n'ai rien d'autre à dire. Par ça, Olaf! Malveillante insinuation concernant un magnifique travail ingénieur moche-moche moi-même? Qu'est-ce que ça signifie, monsieur Bighouse? Vous avez l'air de mettre en doute nos... Mais je ne mets rien en doute. Je manipule les appareils. Ces appareils n'obéissent plus, je constate, c'est tout. Il n'y a aucune raison pour qu'ils n'obéissent pas. Mes calculs sont exacts, et quand les calculs sont exacts... Vos calculs sont exacts, vos calculs sont exacts. C'est vous qui le dites, Costecal. Naturellement, c'est moi qui le dis. Foutez-moi la paix avec vos discussions stériles. Je n'ai pas à entrer dans ces détails. Je ne veux savoir qu'une chose. Pourquoi sommes-nous déréglés? À cause de la densité. À cause de la gravitation. À moins que... À moins que quoi, commandant Glusbach? Oh, je dis ça... Moi, n'est-ce pas, je n'y connais rien. Je suis un soldat, pas un scientifique. Mais une idée, enfin, elle vaut ce qu'elle vaut. Rien, sans doute. Mais... La coupole... La coupole? Bravo, Glusbach, mais oui, c'est à cause de la coupole. Qu'est-ce que vous dites, vénérable déchet? Ah, permettez, moche. Qu'est-ce qu'elle fait comme densité, votre géniale coupole? Densité réglementaire Cosmiglas, 235,8. 235,8? Oui. Moi, c'est de la démence. Comment voulez-vous maintenir l'extrapolateur à zéro avec une densité pareille? Vieille Haridelle, plus honte! Oh. Vous avez communiqué calcul densité coupole, vous avez dit très bien. Moi, j'ai dit très bien. C'est donc vous avez dit. Vous mentez. Costecal. Oh, moi, mon problème, c'est la gravitation. Ouais. À mon avis, vous êtes aussi abruti l'un que l'autre. Quelqu'un abruti-moi! Bravo, messieurs, compliments. Je croyais avoir affaire à des savants. Je me suis lourdement trompé. Malvina, regarde ce répugnant spectacle. Ils en viennent aux mains à présent. Oh, foutaise! Oui, de la foutaise à présent. Allez-y, messieurs. Allez-y! Je vais vous donner un coup de main, moi. Allez, Glusbach, prenez un marteau. Donnez-moi un aussi. Malvina, prends un plumeau. Allez, planquez-moi tout ce bazar en l'air. Et allez donc, allez. Triste spectacle en vérité, ivre de colère. Ces hommes de science brisent leur matériel, tandis que, plus loin, dans le pavillon de l'infirmerie, Asti et Claquemuf, toujours en proie à la fièvre de l'espace, s'amusent bêtement. C'était Dieu Tout métier à la barbichette, le premier de nous Et tandis que le satellite Anatole file dans la glandosphère, l'astronaute Jerry Bighouse vient faire à Furax une communication des plus graves. Répétez, Jerry. Yes, Mr. Furax. D'après mes calculs angulaires et mes cosmogoniomètres, nous filons à une vitesse de 2500 km/h vers un point de l'espace. Quel point de l'espace, Jerry? Un point inconnu appelé point Epsilon. Vous auriez mieux de savoir vers où nous nous dirigeons à une vitesse grand V. Mais nous avons trouvé, mon bon ami. Notre objectif est là, dans celui du télescope directionnel. Quoi? Vous avez situé le sens de notre course? Et enfin, nous l'espérons. Oui. Et qu'est-ce que c'est? Une planète, une nébuleuse, un hôtel de passe, un autobus, un snack bar? Ça. C'est bon. Je vous donne un quart d'heure pour le savoir. Venez, Glusbach. Oui. Ah ben, c'est le...
Un quart d'heure, c'est peu. Mettons-nous au travail. Voyons, qu'est-ce que ça peut bien être? Difficile à dire donc, mais probablement planète. Oh, une planète. Bien sûr que c'est une planète, mais quelle planète? Ça, vous devenez fatigant. Alors, soyons sérieux. Voyons, aucune raison pour qu'on ne trouve pas. Ni aucune raison pour trouver. Bien sûr, raison de plus pour chercher. Voyons, attendez, où est l'étoile polaire? Ah, voilà. Oui, oh, ça n'avance pas beaucoup d'ailleurs. Bon sang, mais qu'est-ce que ça peut bien être que cette sacrée planète? C'est peut-être Pégase ou peut-être le petit cheval. Mais non, c'est pas des planètes, ça, c'est des astres morts, ou à peu près. Vous n'avez pas entendu parler de la mort du petit cheval? Très grave, en torse à protocole, Grégory Moche-Mouche n'a jamais reçu de faire-part grandement regrettable. Ça y est, mes enfants, j'ai trouvé. Eureka. Il s'agit d'une très discrète planète que je situe approximativement entre le Centaure et le Capricorne, l'Hydre et la Chevelure. Tournez-vous dans tous les sens. Oui. Vous vous rendez compte? Oui. Je reprends ma carte. Un bout de ficelle. Je mesure. Mon compas parabolique. Messieurs, la planète sur laquelle nous nous dirigeons s'appelle Astérix. Astérix? Astérix. Astérix! Quelle est donc cette planète inconnue vers laquelle fonce le satellite Anatole, entraîné par une attraction invincible? La voici, à présent, dans l'objectif du télescope énorme, inquiétante. On ne distingue rien à la surface. N'a pas l'air d'être habité. Jerry, Mr. Farax? vous croyez pouvoir atterrir sans trop de dégâts? J'espère si les fusées de ralentissement sont plus fortes que l'attraction. Extrapoler la densité du satellite, Jerry, jusqu'à 0,3. Yes, le choc sera moins rude. Cramponnez-vous tous, mes amis. Dieu sait ce qui peut arriver. Malvina. Furax. Embrasse-moi, mon petit, embrasse-moi fort. Et c'est ainsi que l'atoll Anatole, petite parcelle de l'écorce terrestre devenue vaisseau de l'espace, se posa ce jour-là sur la planète Astérix. Mon cher Claquemuf, ravi de vous voir guéri. Ravi de vous voir me voir guéri et ravi que vous soyez ravi. Malheureusement, si vous n'avez plus le mal de l'espace, c'est que nous ne sommes plus dans l'espace. Je sais, nous sommes sur la planète Astérix. Oui. Or, pourrons-nous survivre sur cette planète dont l'attraction nous a si violemment détournés de notre orbite? C'est la question. L'air est-il respirable? D'après les prélèvements, oui, mais les savants disent qu'on ne peut être sûr qu'en y envoyant un être humain. En y envoyant un être... Vous voulez dire en sacrifiant une vie humaine? Exactement, cher Claquemuf. Et j'ai pensé à vous. À moi? Vous voulez moi? Je suis le maître à bord, je décide et personne ne décide. Non, mais Furax, vous ne pouvez pas. Pas moi, je suis votre ami, votre cousin, votre bras droit, votre chaussette gauche. Assez, Claquemuf. Moi, je vous aime, Furax. Quand je dis que j'ai pensé à vous, c'est parce que vous avez à votre service 3 jardiniers. 3 êtres frustes et inutiles. 3 vies superflues, voilà tout. Mais alors c'est parfait, bien sûr, excellente idée. Dans 5 minutes, ils seront ici, cher Furax. Ce qui me plaît en vous, Claquemuf, c'est que vous avez un bon petit cœur. Venons-en au fait. Poupoute, Gros Bide et Joli Pif, un de vous 3 est appelé à une mission exceptionnelle. Toujours les voix aux ordres, monsieur Furax. Écoutez-moi bien, une mission exceptionnelle et glorieuse. Celui d'entre vous qui la remplira sera le premier d'entre les humains à accomplir un acte qui n'a jamais été tenté depuis que le monde existe. On est flattés, monsieur Furax. Christo, ça me plaît, moi, la mission glorieuse. Vous serez très honoré, monsieur Furax. Glorieuse, certes. Enfin, si on veut. En admettant que le rôle de cobaye puisse comporter quelque chose de glorieux. Oui. Bref, voilà de quoi il s'agit.
Comme vous le savez, nous nous sommes posés sur Astérix. C'est une planète. Pour l'instant, personne ne s'est aventuré hors de la coupole isolante et pour cause. Et pour cause, monsieur Furax? Oui, parce que, en principe, on suppose que sur Astérix, il règne une atmosphère respirable. Mais on n'en est pas certain. On serait même plutôt apporté à croire que... Donc, il faut s'en assurer. Vous êtes bien de cet avis? Naturellement. Bien sûr, monsieur Furax. Oui. Heureux de vous l'entendre dire. C'est pourquoi j'ai décidé que c'est à l'un de vous trois qu'échouerait cette mission de vérification. Quoi? Et pourquoi nous? Pourquoi nous? Parce qu'il s'agit d'une mission dangereuse et que seul pouvait en être chargé quelqu'un pris parmi les moins utiles d'entre nous. C'est pourquoi je vous ai choisi, vous, les jardiniers. Non, mais allez, pardon, on est très utiles, monsieur Furax, nous. On est les spécialistes de l'agounia. Je crois bien, on n'en trouverait jamais de meilleur que nous, monsieur. Pas de discussion, vous allez tirer au sort. Non, Qu'est-ce que vous choisissez comme mode de tirage? on n'en connaît pas, nous. On n'en connaît pas. Je propose, devine avec quoi je frappe. Qu'est-ce que c'est que ça? On leur bande les yeux, et puis je les frappe tous les trois derrière la tête avec un instrument différent. Elles doivent dire avec quoi j'ai cogné. Celui qui se trompe est perdant, donc désigné par les sorts. Vous êtes ignoble, Claquemuf. Peut-être, Malvina, mais efficace et déterminant. D'accord? D'accord. Non, moi je joue pas. Voilà. Moi je joue pas, moi. Non. C'est un joli petit bandeau sur les yeux. Attention. Joli pif, avec quoi je frappe? Avec une matraque, monsieur Claquemuf. Exact. Ah, voyons. À gros bide maintenant. Gros bide, avec quoi je frappe? Avec un tisonnier, peut-être, monsieur. Gagné. Ah. Poupoute. Poupoute. Avec quoi je frappe? Avec un foulard, monsieur Claquemuf. Désolé, c'est avec un sac de sable. Oui, je voulais dire. Les sorts à parler. Navré, Poupoute. Mais si l'air est respirable sur Astérix, vous en serez quitte pour l'émotion. Oui, mais s'il est pas... Sinon, vous vous sacrifierez glorieusement pour sauver l'existence des autres. C'est un destin que je vous envie, Poupoute. Christ, alors pourquoi que vous y allez pas, vous, hein? C'est comme à la guerre, qu'il faut mourir pour que les autres y vivent, mais c'est jamais le contraire. Allez, Poupoute, allez, on est pressé. Joli pif. Réflexion faite, tu crois pas que... Oui, gros bide. J'allais justement t'en parler. Alors d'accord? Eh bien sûr. Monsieur Furax, on vous demande la permission d'aller avec notre ami Poupoute. Oui. Quoi? Vous voulez risquer votre... Oui, s'il vous plaît, monsieur Furax. Poupoute, c'est notre ami, c'est comme un frère pour nous, alors ça serait pas bien de l'abandonner. Oui, ou on survivra, ou on mourra ensemble. Bravo! Noble exemple de solidarité imbécile et courageuse. Taisez-vous, Claquemuf! L'honneur et le courage sont des mots qui n'ont pas de sens pour vous. Bien dit, monsieur Furax. Allez, mes amis. Oui, allez. Et merci. Allez, bien. Nos amis sont maintenant dans le sas étanche qui isole la sortie de la coupole. Derrière eux, la lourde porte translucide vient de se refermer. Devant, la porte qui donne sur l'autre monde, l'atmosphère de la planète Astérix. Respirable, irrespirable, qui peut savoir? Adieu, mon vieux Black. Adieu, mon vieux White. Adieu, Asti. Adieu, monsieur Black, monsieur White. J'ouvre la porte. Non, attendez une seconde. Ouais. À toute fin utile, enfin par précaution. Oui. Dérisoire probablement, mais enfin, on sait jamais. On va se boucher le nez, hein. Oh, et oui, bonne idée. Hein? Et oui, il y a qu'à prendre une bonne inspiration avant, pas? On aura de l'air dans les poumons, et ça nous donnerait quelques instants de répit. Allons-y, je sens l'inspiration qui vient. Allons-y. Ah, voilà. Retenez le souffle, là. Oui. Passez-vous le nez. Oui. Non, avec les doigts, là, voilà. Ouais. Fortement, très fort, là, que ça soit tout blanc. Comme moi. Ouais. Allez, Asti. Allez, ouvrez la porte. Monsieur Black, monsieur White, ça va? Je ne sais pas, Asti. On peut pas encore se rendre compte, mon vieux. Et surtout, gardons bien le nez bouché. Ça sent, on est cuit. C'est tout de même curieux qu'on n'étouffe pas. T'es pressé? Non, mais enfin, comme ça, sans respirer, c'est bizarre. C'est l'air qu'on a emmagasiné dans nos poumons. Qu'est-ce que tu sens, White? Rien, comment veux-tu que je sente quelque chose avec le nez bouché, enfin? C'est juste. Fait pas chaud, hein? Non, il fait pas froid non plus, d'ailleurs. Bah, il fait bon, quoi. Ouais. Quel silence. Tu penses? Et quand même, c'est curieux qu'on soit pas encore mort. Oh, ça tourne à l'idée fixe. Christo,
J'ai envie de me moucher. Attends, tu t'embarras, Nevo. Si. non. Alors. Ah, Cristo! Cristo, Santa Madonna, bonté divine, Monsieur Black, Monsieur White. L'air, il est respirable. L'atmosphère, elle est potable, on peut la consommer. Non, il devient fou, ça y est, c'est le commencement de la fin. Eh non, Monsieur White, non, ça fait 5 minutes qu'on est sorti, non? Oui, alors. Ça fait 5 minutes qu'on respire, non? Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, mais oui, Black. Mais mon vieux frère, mais on s'est pas rendu compte, mais on s'est bouché le nez, mais on a respiré par la bouche. Oh, bon sang, mais c'est vrai. Si. Alors, on se libère le nez. Mais bien sûr. Fort. Oh, sensationnel. Oh, ça fait du bien, hein. Christ, on respire le même air que sur la terre. Ah, exact, Asti. Atmosphère identique et youpi! Youpi! Là-bas, vous autres, vous pouvez venir. Il y a de la respiration pour tout le monde. Mais, Claquemuf, regardez, il saute. Il danse même. Il gambade. Il nous appelle. C'est clair et respirable. Youpi! Grâce à eux, nous savons que la vie est possible sur cette planète. Ah, les braves gars. C'est chic ce qu'ils ont fait là. Mon cher Furax, je vous trouve bien ému, sentimental dans l'espace. Occupez-vous de vos oignons pourris et de vos échalotes véreuses, Claquemuf. Et ne piétinez pas de vos chaussures à clous les quelques gazons tendres qui poussent dans l'ombre de mon cœur. Je te trouve changé, Fufu. Je change sans arrêt, je change à chaque instant, tout en restant le même. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Étrange, cher Furax, je suis en train d'observer l'horizon. Il me semble apercevoir bâtiments construits. Est-ce un rêve, Il me semble en effet... Oui, là-bas, à gauche, une sorte de tour. Non, à droite, espèce de muraille. Ah, moi, je ne vois rien, ni à droite, ni à gauche. Mais, attendez, il me semble là, en face, comme une usine. Oh là, qu'est-ce que vous racontez? L'horizon est désert. Silence! En effet, vous avez raison, on dirait que là-bas... Tiens, ça c'est bizarre, la tour a disparu. Je ne vois plus les murailles. Mais si, moi je la vois à présent très nettement, une sorte de hangar. Fufu, oh Fufu, j'ai peur, je n'aperçois plus rien. Oh, mes enfants, il se passe des choses bizarres. Oh, Monsieur Furax, regardez là, à 20 mètres. Bon sang, Cocodou, mais oui, c'est un camion. Une camionnette. On dirait plutôt un autocar. Une sorte de scooter, on dirait. Monsieur Furax, il y a un type qui s'approche, je tire dessus. Non, commandant Glusbok, il n'a pas l'air armé, laissez-le venir. Oh, j'ai peur, Fufu, j'ai peur. Qui va là? Ami. Il dit ami. Il le dit en français, c'est bizarre, sur Astérix. Christo, la culture ladine, ça va loin, hein? Ami. Répondons-lui la même chose. Ami, vous aussi. Oui. Alors, tout le monde, ami. Soyez les bienvenus sur Astérix. Par ma bouche, Astérix vous remercie de l'honneur que vous lui faites. Ami, bienvenue. Oui. Comment dis-tu, Malvina? Très agréable, Fufu. Charmante réception. Et inattendu. Je m'attendais plutôt... Ah, évidemment, avec la tête que vous avez, Claquemuf, vous attendez plutôt à des gifles qu'à un sourire. La paix, Malvina. Mais dites-moi, monsieur... 642. Hein? 642. Agent de l'immigration et de la sécurité et hôte d'accueil. 642 pour vous servir. 642, c'est votre nom? Le chiffre de mon nom, très honorable visiteur. Et voici mon collègue, 246, qui se joint à moi pour vous accueillir. Ah bon, votre collègue. Quel collègue? Vous voyez un collègue, vous? Collègue. Si, mais voyons, messieurs, regardez. Agent 246, messieurs, pour votre service. Mais d'où sortit celui-là? Enchanté, monsieur 246. Mais comment expliquez-vous? Expliquez quoi, monsieur? Eh bien, mais votre soudaine apparition. Quelle apparition, monsieur? Enfin, voyons, vous n'étiez pas là et en une fraction de seconde... J'étais là, monsieur. Bon, mais non, puisqu'on ne vous voyait pas. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que c'est de l'illusion, de la magie. Il n'y a aucune magie sur Astérix, messieurs. 246 est apparu à vos yeux en temps utile. Avant, ce n'était pas nécessaire.
Tout est rationnel ici. C'est quand même assez étonnant. Sur Astérix, quand il le faut, la vision correspond à la présence et inversement. Mais rassurez-vous, ce n'est pas systématique. Mais dites-moi, monsieur 642, vous parlez français? Naturellement, madame, puisque c'est votre langue. Ah. Mais si vous en parliez une autre, je la parlerais aussi. Sur Astérix, on parle toutes les langues, plus une. Plus une? Oui. Nous sommes en avance sur tout, langage compris. Eh bien, maintenant, je vais vous emmener à Polypolis. Où ça? Polypolis? Polypolis. La police. Oui, Polypolis, la capitale d'Astérix. Si vous voulez bien prendre place. Dans ce véhicule là-bas, mais il est beaucoup trop petit pour nous tous. Non, monsieur. pas celui-là. Celui-ci, qui se trouve derrière vous. Fantastique! Il était pourtant pas là. Hein. Je suis sûr, ça. Et avant que je dise qu'il y était. Non. Pourquoi faire? On n'en avait pas besoin, il n'y était pas. On en a besoin, il y est, voilà. Ainsi, vous nous emmenez à Polypolis. Oui, monsieur, oui. C'est loin? À 250 mètres environ. À 250 mètres? Oui, Enfin, c'est... Oui, mais c'est un désert ici, et je ne vois rien à perte de vue. Polypolis est devant vous, messieurs. Regardez. Une ville! Et quelle ville étincelante, transparente, lumineuse! Et on ne la voyait pas? Parce qu'il était inutile que vous l'aperceviez avant que je ne vous en parle. Et qu'est-ce qu'on va faire de nous, là-bas? Vous le verrez, monsieur, vous le verrez. Enfin, quand vous aurez besoin de le voir. À suivre! Et de qui la mise en onde? Et Pierre Arnaud de Chassy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.